Ton frère vient s'installer chez nous avec ses enfants, tu dois donc partir. » J'ai ri. Pas un rire joyeux, mais plutôt un rire amer qui s'échappe lorsque vous entendez quelque chose d'aussi absurde que votre cerveau a besoin de quelques secondes pour assimiler la réalité. Mon père, Robert, était assis dans le fauteuil que je lui avais acheté l'année dernière, après que le médecin lui ait dit que son dos avait besoin de plus de soutien. Ses mains tremblaient légèrement, effet des médicaments contre l'arthrite que je rangeais dans des piluliers hebdomadaires depuis 3 ans. « Excuse-moi, papa, je crois que j'ai mal entendu. » J'ai mis en pause la télé que j'étais en train de programmer pour qu'il puisse regarder ses séries policières préférées. « Tu as dit que je devais partir ? Une semaine devrait te suffire pour t'organiser, » a-t-il poursuivi en évitant mon regard. Marcus arrive vendredi avec Emma et Tyler. Ils ont besoin de stabilité. Je m'appelle Eric, j'ai 32 ans et, depuis 3 ans, j'ai complètement mis ma vie entre parenthèses pour m'occuper de mon père après le décès de ma mère d'un cancer. J'ai quitté mon appartement en centre-ville, j'ai renoncé à une promotion qui m'obligeait à déménager dans un autre état. J'ai mis fin à mes relations amoureuses parce que je n'avais ni le temps ni l'énergie émotionnelle pour autre chose que de faire tourner notre maison. Je me levais à 5h30 tous les matins pour préparer le petit déjeuner et vérifier que papa avait bien pris ses médicaments. Je travaillais toute la journée dans une entreprise de logistique, je passais au supermarché en rentrant à la maison, je cuisinais, je faisais le ménage et je trouvais encore le temps de regarder la télévision avec lui tous les soirs. Le week-end, je tondais la pelouse, je réparais ce qui était cassé et je conduisais 40 minutes jusqu'au cimetière pour apporter des fleurs sur la tombe de ma mère. Je payais 70% des factures du ménage. Le crédit immobilier, l'électricité, l'eau, son assurance maladie complémentaire, les médicaments qui n'étaient pas pris en charge par la mutuelle. Et maintenant, il me disait de partir parce que mon frère Marcus, qui avait disparu peu après les funérailles de maman et qui n'avait même pas appelé pour l'anniversaire de papa ces 2 dernières années, était de retour. « Papa, tu es sérieux ?» Ma voix était plus calme que je ne l'aurais voulu. Marcus ne nous a pas adressé la parole depuis des années. Il n'a même pas appelé pour ton anniversaire. Les choses changent, Eric. Pour la première fois, il me regarda droit dans les yeux. Il traverse un divorce difficile et a besoin du soutien de sa famille. Les garçons ont besoin de leur grand-père. Et moi, je ne fais pas partie de la famille. Tu es un homme adulte. Tu peux prendre soin de toi-même. L'ironie était si flagrante que j'ai failli rire à nouveau. Moi qui avais prouvé chaque jour pendant 3 ans que je pouvais prendre soin non seulement de moi-même, mais aussi de lui, j'étais écarté au profit de son frère qui n'avait jamais pris soin de personne d'autre que lui-même. Où vais-je vivre, papa ? Comment vais-je trouver un appartement en 1 semaine ? Tu as toujours été le plus responsable des deux, dit-il, comme si cela suffisait à expliquer. Je suis sûr que tu te débrouilleras. C'est à ce moment-là que j'entendis la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Des pas familiers dans le couloir, mais pas ceux de Marcus. Dorothy entra dans le salon comme si elle était chez elle, chargée de sacs de courses et arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dorothy, l'amie de l'église, que papa avait rencontrée 8 mois auparavant et qui avait depuis pratiquement emménagé chez nous. 62 ans, veuve, avec un avis sur tout et un talent impressionnant pour faire des commentaires qui ressemblaient à des compliments mais qui étaient en fait des critiques. « Bonjour, mes chéris. » Elle posa les sacs sur la table basse. « Eric, tu es encore là ? Je pensais que tu avais déjà commencé à ranger tes affaires. » La froideur de sa voix me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. En y repensant, je suis sûr que c'est elle qui avait mis cette idée dans la tête de mon père. « Dorothy, » ai-je salué sèchement. « Je ne savais pas que tu organisais déjà la vie de notre famille. » « Allons, Eric, ne dramatise pas. » Elle s'assit sur le canapé avec une intimité excessive. « Ton père m'a parlé de la situation de Marcus. Ces pauvres garçons ont besoin de stabilité, et toi, eh bien, tu es jeune. Tu as toute la vie devant toi. Jeune. Comme si être responsable était un défaut que je finirais par surmonter avec le temps. « Papa, on peut parler en privé ?» demandai-je. « Il n'y a rien que tu ne puisses dire devant Dorothy, » répondit-il. Elle m'a été d'un grand soutien. Un grand soutien qui s'était manifesté très opportunément une fois que le plus dur, l'aider à surmonter son deuil, avait été fait. Alors que je digérais la situation, mon téléphone vibra. Un message de Marcus, le premier en 8 mois. « Papa m'a dit que tu allais déménager. Je suis ravi que tu puisses enfin vivre ta propre vie. Les garçons ont hâte de mieux connaître leur grand-père. Impatients de mieux connaître leur grand-père. » Comme si ce n'était pas moi qui avais été chargé de maintenir grand-père en vie et en état de fonctionner pendant que Marcus était trop occupé pour appeler. J'ai regardé mon père, qui évitait à nouveau mon regard, et Dorothy, qui rangeait ses médicaments avec l'autorité de quelqu'un qui venait de prendre ma place.
Pendant un instant, j'ai été submergé par un sentiment de désespoir. 3 ans de ma vie. 3 années de sacrifices, de relations perdues, d'opportunités ignorées. Mais alors, quelque chose d'intéressant s'est produit. Au lieu de tristesse ou de colère, j'ai ressenti une étrange clarté m'envahir. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a été une leçon que mon père et Dorothy n'oublieront jamais. Je leur ai souri calmement. D'accord, ai-je dit en me levant du canapé. 1 semaine, c'est un délai tout à fait raisonnable. La surprise sur leur visage était presque comique. Ils s'attendaient clairement à des larmes, à des supplications ou au moins à une dispute. Mais j'étais déjà en train de calculer mentalement les prochaines étapes. Ils ne savaient pas que j'avais hérité de ma mère plus que son sens des responsabilités. J'avais également hérité de son intelligence pour résoudre les problèmes, et lorsque cela était nécessaire, de sa capacité à être absolument impitoyable. Et tandis que papa et Dorothy se regardaient, perplexes devant ma réaction calme, je savais déjà exactement comment cette histoire allait se terminer. Ils ne savaient tout simplement pas, encore qu'il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Dorothy n'était pas seulement une amie de l'église. Au cours des mois qui ont suivi, alors que j'absorbais l'ampleur de la trahison, j'ai découvert qu'elle avait orchestré chaque mouvement avec la précision d'un général planifiant une invasion. Elle est apparue dans la vie de mon père exactement 6 mois après qu'il ait commencé à montrer des signes d'amélioration émotionnelle. Pas quand il avait le plus besoin de soutien. Cela avait été mon travail, mais quand il était suffisamment rétabli pour être utile. Dorothy était veuve, mais pas la veuve fragile et dans le besoin qu'elle prétendait être. Son défunt mari lui avait laissé une maison hypothéquée et des dettes considérables. Elle avait besoin d'un endroit où vivre et de quelqu'un pour subvenir à son train de vie. Papa, avec sa maison payée et sa retraite stable, maintenue à flot grâce à mes soins, était la cible parfaite. « Robert, disait-elle de sa voix mielleuse, tu dois penser à ton avenir. Eric est un bon garçon, mais il retarde sa propre vie en restant ici. Ce n'est bon pour aucun de vous deux. » Elle semait ses idées pendant les promenades matinales qu'elle avait suggérées pour sa santé. Des promenades auxquelles je ne pouvais pas participer parce que je travaillais pour payer les factures dont elle profitait désormais sans contribuer. Marcus, mon petit frère de 2 ans, a toujours été le fils préféré. Alors que j'étais responsable et fiable, Marcus était aventureux et créatif. Alors que je faisais des sacrifices pour la famille, Marcus suivait ses rêves. Alors que je m'occupais des problèmes, Marcus était protégé d'eux. Quand il a eu 18 ans, papa et maman lui ont acheté une voiture. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai trouvé un emploi à temps partiel pour aider à payer mes frais de scolarité. Marcus a étudié les beaux-arts dans une université privée très chère. Mes parents se sont endettés pour payer ses études. J'ai fait des études de gestion à l'université publique grâce à une bourse et en travaillant le week-end. Lorsque Marcus a obtenu son diplôme et a décidé de se trouver en voyageant à travers l'Europe pendant 6 mois, mon père a retiré de l'argent de sa retraite pour financer son aventure. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai immédiatement commencé à travailler pour aider à rembourser les prêts qu'ils avaient contractés pour son frère. Ce schéma s'est répété tout au long de notre vie d'adulte. Marcus a toujours eu des problèmes financiers qui se résolvaient miraculeusement grâce à l'aide de ses parents. J'ai toujours eu une vie stable parce que je n'ai jamais demandé d'aide pour quoi que ce soit. Lorsque Marcus a épousé Sarah lors d'une cérémonie extravagante en Californie, mes parents ont dépensé 15 000 $ entre le voyage, l'hébergement et le cadeau. Lorsque j'ai eu une relation sérieuse et que j'ai présenté Amanda à mes parents, mon père a fait remarquer qu'elle semblait coûteuse à entretenir. Ma relation avec Amanda a pris fin, en partie parce que je n'avais jamais assez de temps libre à lui consacrer. Il y avait toujours quelque chose en rapport avec la famille qui nécessitait mon attention. Marcus vivait à San Diego depuis 5 ans, où il travaillait comme consultant créatif, un terme vague pour décrire des missions freelance sporadiques. Sarah subvenait aux besoins de la famille en tant qu'infirmière, pendant qu'il explorait des opportunités artistiques. Au cours des 2 dernières années, depuis la mort de maman, Marcus a appelé exactement 3 fois. Une fois pour dire qu'il ne pouvait pas venir à l'enterrement parce qu'il traversait une période difficile. Une autre pour emprunter de l'argent pour un projet important. Et la 3e pour annoncer qu'il divorçait. Chaque appel durait moins de 10 minutes et se terminait par une coupure brutale lorsque papa essayait de lui poser des questions sur sa vie. Et maintenant, tout à coup, il revenait à la maison comme l'enfant prodigue et j'étais expulsé pour lui faire de la place. Marcus a besoin d'un nouveau départ, a expliqué papa ce premier soir, après que Dorothy soit montée, préparer sa chambre, un autre signe de la rapidité avec laquelle elle s'était installée chez nous. Et moi, je ne mérite pas un peu de considération après 3 ans passés à m'occuper de toi? Tu as toujours été indépendant, Eric. Marcus, il a besoin de plus de soutien. Le mot « indépendant »
dans le contexte de notre famille, a toujours été un code pour « tu peux te débrouiller tout seul », alors concentrons-nous sur notre fils à problème. Papa, je paie 70% des factures de cette maison. Comment vas-tu faire tourner tout ça sans ma contribution? Dorothy va m'aider à organiser les finances. Et Marcus contribuera quand il sera installé. Marcus contribuera. La même promesse que nous avions entendue pendant 20 ans et qui ne s'était jamais concrétisée. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à analyser des relevés bancaires sur mon ordinateur portable. En 3 ans, j'avais contribué à hauteur de 42 000 $ à l'entretien de la maison. Le financement, les rénovations, les nouveaux appareils électroménagers, les factures médicales. Tout était principalement payé par mon salaire. La climatisation qu'ils utiliseraient en été, j'avais payé l'installation. Le toit qui les protégerait de la pluie, j'avais financé la réparation. La télévision grand écran sur laquelle papa regardait ses émissions préférées, c'était mon cadeau de Noël dernier. Même le lit dans lequel Dorothy dormait maintenant avait été acheté par moi, lorsque papa s'était plaint que l'ancien lui faisait mal au dos. Et maintenant, je devais simplement partir, laissant tout à Marcus sans qu'il n'ait contribué d'un centime. Le lendemain matin, j'ai trouvé Dorothy en train de réorganiser la cuisine. « Bonjour, Eric », dit-elle sans me regarder, en rangeant mes épices dans un autre placard. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je fais juste de la place. » De la place. Comme si je n'avais pas rangé cette cuisine à la perfection pendant 3 ans. « Dorothy, je peux te demander quelque chose. » « Bien sûr, mon chéri. » Elle était maintenant en train de réorganiser les assiettes, mettant les miennes, que j'avais apportées de mon appartement, dans une pile séparée. « Quand exactement papa et toi avez-vous commencé à planifier mon départ ?» Elle s'est interrompue pendant une fraction de seconde, puis a continué son rangement. « Personne ne prévoit quoi que ce soit, Eric. Nous nous adaptons simplement aux circonstances. Ton frère a besoin d'aide, et toi? Eh bien, tu as toute la vie devant toi. Et toi? De quoi as-tu besoin? » Dorothy m'a enfin regardé, et pendant un instant, j'ai vu au-delà du masque doux qu'elle arborait. J'ai besoin que Robert soit heureux. Et il ne peut pas être complètement heureux en sachant que tu sacrifies ta vie pour lui. La manipulation était si habile que j'en admirais presque la technique. Transformer mon expulsion en un acte de libération. Faire croire que c'était pour mon bien. Je comprends, répondis-je calmement. Et Marcus? De quoi a-t-il besoin? De la stabilité pour ses enfants. Un nouveau départ. Le soutien d'une famille qui comprend ses difficultés. Une famille qui comprend ses difficultés. J'avais compris et résolu les difficultés de notre famille pendant 3 ans, mais apparemment, cela ne comptait pas. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Marcus. Eric. Mec, j'ai entendu dire que tu allais enfin quitter la maison de papa. Quel soulagement, non? J'ai toujours trouvé un peu bizarre qu'un gars de notre âge vive avec son père. L'ironie de Marcus, qui retournait vivre avec son père à 30 ans avec 2 enfants à charge, ne m'a pas échappé. C'est une décision temporaire, ai-je répondu en observant Dorothy qui écoutait clairement la conversation. Temporaire? Papa m'a dit que tu avais trouvé un appartement. Les garçons sont super excités à l'idée d'avoir leur propre chambre. Emma veut peindre les murs en violet. Ils étaient déjà en train de planifier la redécoration de ma chambre avant même que je parte. Marcus, je peux te demander comment tu comptes contribuer financièrement. Oh, mec, ne t'en fais pas pour ça. Papa a dit qu'il s'en occuperait. Et je chercherai du travail dès que je serai installé. Peut-être quelque chose dans le domaine créatif, tu vois. À 30 ans, Marcus parlait encore comme un étudiant de 20 ans, plein de projets vagues et sans aucune responsabilité réelle. Et Sarah? Comment elle vit le divorce? C'est compliqué, mec. Elle a gardé la maison à San Diego, j'ai hérité des dettes. Mais tout ira bien. La famille, c'est la famille, pas vrai? La famille, c'est la famille. Sauf quand la famille, c'est moi, apparemment. Après avoir raccroché, je remarquai que Dorothy avait discrètement disparu, me laissant seul dans la cuisine réorganisée. C'est à ce moment-là que je pris une décision. S'il voulait jouer au jeu de la famille sélective, où certains étaient soutenus et d'autres rejetés, je jouerais aussi. Mais je jouerais pour gagner. Et pendant qu'ils célébraient leur victoire prématurée, je calculais déjà exactement comment leurs circonstances adaptées allaient se transformer en la plus grande erreur qu'ils aient jamais commise. Parce qu'ils avaient oublié une chose très importante à mon sujet. Je n'étais pas seulement le fils responsable. J'étais aussi le seul à vraiment comprendre comment fonctionnait notre situation financière. Et cette compréhension était sur le point de devenir très précieuse. Le lundi suivant, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé 3 hommes en train de sortir des meubles de l'entrepôt à l'arrière.
Que se passe-t-il? Ai-je demandé à Dorothy, qui supervisait l'opération comme un général commandant ses troupes. Nous préparons un espace approprié pour que les enfants puissent jouer, a-t-elle répondu sans me regarder. Robert a pensé qu'il serait mieux de donner plus de liberté à Emma et Tyler pour explorer. Robert. Elle avait commencé à l'appeler par son nom complet, jamais plus ton père, lorsqu'elle s'adressait à moi. Comme si elle établissait une propriété exclusive. J'ai regardé les meubles être emportés, la table de ping-pong que j'avais montée pour que papa fasse de l'exercice, les étagères où nous rangions les décorations de Noël, le vélo d'appartement que j'avais acheté lorsqu'il se plaignait de douleurs dans les jambes. Tout ce que j'avais acheté au cours des 3 dernières années était mis au rebut pour faire de la place aux enfants de Marcus. Et où papa va-t-il ranger son matériel de sport? Robert n'en a plus besoin, répondit Dorothy d'un ton ferme. Il marche avec moi tous les matins. C'est un exercice beaucoup plus agréable. Ce soir-là, j'essayais de parler à papa des changements. Papa, tu es sûr de vouloir jeter ton équipement de physiothérapie? Le médecin a dit que faire régulièrement de l'exercice t'aiderait à soulager tes douleurs dorsales. Dorothy s'est renseignée là-dessus, répondit-il sans quitter la télévision des yeux. Marcher dehors, c'est beaucoup mieux. Dorothy s'était renseignée. Dorothy avait décidé. Dorothy savait mieux que quiconque. Et financièrement, comment allez-vous gérer les dépenses quand je partirai? Ne t'inquiète pas pour ça, Eric. Dorothy a de l'expérience en gestion domestique. Le mardi, pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé le docteur Martinez, le cardiologue de papa. Eric, je suis content de vous entendre, m'a-t-il dit lorsque je me suis présenté. Comment votre père réagit-il aux nouveaux médicaments? De nouveaux médicaments? Ceux que Dorothy a apportés lors de la consultation la semaine dernière. Elle a dit que vous vouliez explorer des options plus naturelles. Mon sang s'est glacé. Docteur Martinez, papa ne devrait pas changer de médicaments sans m'en parler. Je gère tous ces médicaments depuis 3 ans. Je comprends votre inquiétude, Eric, mais Dorothy m'a présenté une procuration signée par votre père. Elle est désormais officiellement responsable de ses décisions médicales. Procuration médicale. Dorothy avait réussi à faire signer une procuration médicale à papa. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon ami Trevor, qui travaillait comme avocat spécialisé dans le droit de la famille. Trevor, j'ai besoin d'un conseil juridique. Si quelqu'un obtient une procuration médicale d'une personne âgée et commence immédiatement à modifier ses traitements médicaux, est-ce légal? Techniquement, oui, si la procuration a été signée de son plein gré. Mais il y a plusieurs signaux d'alerte. Pourquoi cette question? Je lui ai expliqué la situation sans entrer dans les détails personnels. Eric, cela ressemble à de l'exploitation de personnes âgées. Cette personne a-t-elle d'autres enfants qui devraient être impliqués dans ces décisions? Oui. Mais il est en train de rentrer à la maison. Le timing est intéressant. Si vous voulez protéger cette personne, vous avez besoin de documents. Dossiers médicaux, relevés bancaires, toute preuve de manipulation. Et vous devez agir vite. Ce soir-là, après que papa et Dorothy soient montés se coucher, je suis descendu dans le bureau au sous-sol où papa gardait ses documents importants. Le tiroir où se trouvaient toujours les relevés bancaires était fermé à clé. Elle n'avait jamais été fermée à clé depuis 3 ans que je vivais là. Alors que je fouillais discrètement, mon pied heurta une boîte sous le bureau. À l'intérieur, je trouvais les relevés bancaires des 2 derniers mois. Ce que je vis me rendit physiquement malade. 500 $ pour service de conseil DM, les initiales de Dorothy. 800 $ pour rénovation résidentielle, des travaux que je n'avais pas autorisés. 300 $ pour soins de santé spécialisés, des consultations avec des professionnels dont je n'avais jamais entendu parler. En 2 mois, près de 4000 $ avaient été prélevés sur le compte pour des services que Dorothy avait contractés sans me consulter. Et sur la dernière page, j'ai trouvé une copie de la procuration médicale. Elle datait de 2 semaines. Dorothy avait réussi à faire signer le document à papa le jour même où il m'avait annoncé le retour de Marcus à la maison. Tout avait été planifié simultanément. J'ai photographié chaque document avec mon téléphone portable, puis j'ai tout rangé exactement comme c'était. En montant les escaliers, j'ai entendu des voix étouffées provenant de la chambre de papa. « Il est difficile », disait la voix de Dorothy. « Il pose des questions sur les finances, remet en question tes décisions médicales. » Eric a toujours été très contrôlant, répondit papa. Depuis qu'il est petit. Il pense qu'il sait tout mieux que tout le monde. Contrôlant. Moi qui avais consacré 3 ans de ma vie à prendre soin de lui, j'étais contrôlant. Le lendemain matin, papa me rejoignit dans la cuisine. Eric, j'ai réfléchi. Tu ferais peut-être mieux d'accélérer ton déménagement. Dorothy t'a trouvé un bel appartement, disponible immédiatement.
Dorothy m'a trouvé un appartement. Elle a des contacts dans l'immobilier. Elle essaie de t'aider. Papa, puis-je te demander pourquoi tu as signé une procuration médicale pour Dorothy sans m'en parler? Son expression se durcit. Comment es-tu au courant? Le docteur Martinez m'en a parlé. Dorothy a expliqué que ce serait plus pratique, puisque tu déménages. Elle pourra m'accompagner à mes rendez-vous sans dépendre de ton emploi du temps. Je n'ai jamais manqué un seul de tes rendez-vous en 3 ans. Et je t'en suis reconnaissant. Mais il est temps pour toi de passer à autre chose. À ce moment-là, sentant le regard froid d'un homme pour lequel j'avais tout sacrifié, j'ai pris une décision. S'il voulait jouer le jeu de me traiter comme un objet jetable, je jouerais aussi. Mais je jouerais pour gagner définitivement. D'accord, papa. Tu as raison. Il est temps pour moi de passer à autre chose. La surprise dans ses yeux fut brève, mais je la remarquai. J'ai juste besoin de quelques jours pour organiser la transition financière. Transférer les comptes, résilier les abonnements, ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Dorothy peut t'aider pour ça aussi. Non, merci. Je préfère m'en occuper moi-même. Alors qu'il souriait, satisfait de ma coopération apparente, je calculais déjà mentalement mon premier coup. Car ils avaient oublié une chose très importante à mon sujet. Je n'étais pas seulement le fils responsable dont ils se débarrassaient. J'étais aussi le seul à vraiment comprendre comment fonctionnaient nos finances. Et cette compréhension était sur le point de devenir très précieuse. Le jeudi soir, pendant que papa et Dorothy regardaient la télévision, je suis monté dans ma chambre et j'ai appelé Trevor. Je dois accélérer notre calendrier, ai-je dit à voix basse. Marcus arrive demain et je dois être prêt. Tu as obtenu tous les documents dont nous avons parlé. Oui. Les relevés bancaires, les dossiers médicaux, la procuration frauduleuse. J'ai la preuve que près de 4 000 $ ont été détournés en 2 mois. Trevor a sifflé doucement. Eric, avec ces documents, tu as un dossier solide non seulement pour invalider la procuration, mais aussi pour poursuivre Dorothy pour exploitation financière d'une personne âgée. C'est un crime fédéral. Un crime fédéral. Ces mots résonnaient comme une musique à mes oreilles. Que dois-je faire? Tout d'abord, ouvrez un compte bancaire individuel et transférez immédiatement vos fonds personnels. Ensuite, documentez tout ce que vous pouvez sur l'état mental de votre père avant l'arrivée de Dorothy. Enfin, préparez-vous à une longue bataille juridique. Une longue bataille, c'était exactement ce que je voulais. Trevor, et si je voulais accélérer le processus? Créer une situation où Dorothy se dévoilerait complètement. Qu'avez-vous en tête? Un piège. Quelque chose qui la forcerait à révéler ses véritables intentions devant des témoins. Attention, Eric. Tout ce qui ressemble à un piège peut nuire à votre dossier. Restez dans la légalité et documentez tout. Légal et documenté. Ça a toujours été ma spécialité. Le vendredi matin, je me suis réveillé à 5 heures et j'ai commencé à mettre ma stratégie en œuvre. Tout d'abord, j'ai appelé la banque et transféré ma part du compte joint vers un nouveau compte individuel. 8 300 $, ma contribution personnelle des 2 derniers mois. Ensuite, j'ai envoyé un email officiel au docteur Martinez pour demander des copies de tous les dossiers médicaux de papa, y compris un rapport détaillé sur sa capacité mentale à prendre des décisions juridiques. Troisièmement, j'ai appelé Madame Fletcher, notre voisine de 70 ans, qui observait toujours tout depuis sa fenêtre. Madame Fletcher, c'est Eric. Pourriez-vous me rendre service aujourd'hui? Bien sûr, mon cher. De quoi s'agit-il? Dorothy et papa vont recevoir des visiteurs importants aujourd'hui. Si vous remarquez une quelconque agitation ou une dispute, pourriez-vous noter l'heure? Je m'inquiète pour le stress de papa. Je comprends parfaitement. Cette femme fait paraître votre père 10 ans plus vieux. Comptez sur moi. À 9 heures, j'ai reçu un appel de Marcus. Eric, je suis à l'aéroport d'Atlanta. J'ai une correspondance pour Nashville à 11 heures. J'ai hâte de voir papa. Marcus, il faut qu'on parle quand tu arrives. À propos de quoi, mec? Ne me dis pas que tu es encore fâché à cause du déménagement. Je croyais que tu avais dépassé ça. Dépassé. Comme si 3 ans de sacrifice étaient une crise d'enfant dont je devais me remettre. Ce n'est pas ça. C'est à propos de Dorothy. La petite amie de papa? Qu'est-ce qu'elle a? Petite amie. Marcus ne comprenait même pas la situation. Elle a obtenu une procuration pour les soins de santé de papa, et elle contrôle ses finances et ses soins médicaux. Et alors? Papa est adulte, il peut prendre ses propres décisions. Marcus, elle a détourné 4 000 $ en 2 mois. Et elle a changé son traitement sans consulter le médecin. Il y eut un long silence. Mec, tu es parano.
Dorothy a l'air d'une femme adorable. Papa en disait beaucoup de bien. Bien sûr qu'il en disait du bien. Dorothy s'en était assurée. Reste vigilant quand tu arrives, d'accord? Relax, Eric. Tu as peut-être vraiment besoin de sortir de la maison. Tu sembles un peu obsessionnel. Obsessionnel. Le mot que notre famille utilisait toujours pour décrire toute préoccupation légitime que j'exprimais. À 10h30, papa descendit pour le petit déjeuner, visiblement nerveux. Marcus arrive dans quelques heures, dit-il, plus à lui-même qu'à moi. Dorothy prépare un déjeuner spécial. Dorothy entra dans la cuisine avec des sacs provenant d'un supermarché haut de gamme situé à 20 minutes de là. J'ai acheté du saumon frais et des asperges pour le déjeuner, annonça-t-elle. Je veux faire bonne impression sur les petits-enfants de Robert. Les petits-enfants de Robert. Pas nos petits-enfants, pas les petits-enfants de la famille. Les petits-enfants de Robert. Dorothy, dis-je calmement, puis-je te demander comment tu as payé tout ça? Elle me regarda avec une irritation à peine dissimulée. Avec la carte du compte joint, évidemment. Pourquoi? Je suis juste curieux de savoir comment nous gérons les dépenses. Nous. Sa voix était glaciale. Eric, tu ne fais plus partie du « nous » financier de cette maison. Tu te souviens? Tu déménages. Papa ne dit rien, faisant semblant d'être absorbé par le journal. En fait, ai-je poursuivi, je dois vous informer que j'ai transféré ma contribution personnelle du compte joint vers un compte individuel ce matin. Le silence dans la cuisine était total. Dorothy posa les sacs avec une force inutile. Que as-tu fait? J'ai transféré 8300 $, ma contribution des 2 derniers mois, sur un compte personnel. J'ai pensé qu'il était prudent de séparer nos finances avant mon déménagement. L'expression de Dorothy passa de l'irritation à quelque chose de beaucoup plus dangereux. Robert, dit-elle en se tournant vers papa, vas-tu laisser ton fils saboter notre stabilité financière? Notre stabilité. Le compte que j'avais alimenté pendant 3 ans était désormais notre stabilité. Papa leva enfin les yeux de son journal. Eric, c'était inutile. Tu aurais pu en discuter avec nous d'abord. Comment Dorothy m'en a parlé avant de dépenser 4000 $ en conseils et en rénovation que je n'ai jamais autorisé? Dorothy devint livide. Comment oses-tu m'accuser de... Je ne t'accuse pas. Je t'informe. J'ai tous les relevés bancaires. C'est à ce moment-là que j'entendis le bruit d'une voiture s'arrêter dans l'allée. Marcus était arrivé. Dorothy se ressaisit rapidement, lissant ses cheveux et forçant un sourire. Robert, nos petits-enfants sont arrivés. Allons les accueillir comme il se doit. Elle quitta la cuisine d'un pas décidé, laissant papa et moi dans un silence tendu. Eric, dit finalement papa, j'espère que tu ne vas pas causer de problème aujourd'hui. Marcus traverse une période difficile. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne causerai pas de problème. Et c'était vrai. Je n'avais pas besoin de causer de problème. Les problèmes arrivaient déjà tout seuls. Car pendant que Dorothy se préparait à jouer le rôle de la belle-mère parfaite, j'avais semé des graines qui allaient bientôt germer. Si vous avez suivi cette histoire et que vous voulez voir comment cette famille dysfonctionnelle a finalement affronté la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé ensuite était une véritable leçon sur la façon dont la vérité, lorsqu'elle est révélée avec soin au bon moment, peut être plus dévastatrice que n'importe quelle confrontation directe. Et tandis que Marcus montait les marches du Porsche, chargé de ses valises et de ses attentes, je me suis positionné stratégiquement pour assister au premier acte du spectacle que j'avais orchestré. Le public était au complet. Le rideau se levait. Et Dorothy n'avait aucune idée qu'elle n'était pas la metteuse en scène de cette représentation. Elle n'était qu'une actrice parmi d'autres dans un scénario que j'avais soigneusement écrit pendant des semaines. Le moment de vérité était arrivé. La porte d'entrée s'ouvrit avec le bruit familier des clés tombant sur le sol. Papa. La voix de Marcus résonna dans le couloir, suivie de rires d'enfants. Où est mon vieux préféré? Dorothy se précipita pour les accueillir, les bras grands ouverts dans une étreinte théâtrale. Marcus, mon chéri. Et regardez ces petits anges. Je me suis discrètement posté à l'entrée de la cuisine, observant la réunion. Marcus semblait exactement le même. Les cheveux volontairement ébouriffés, des vêtements coûteux mais froissés, le sourire charmant qu'il arborait toujours pour masquer son irresponsabilité. Emma, une fillette de 8 ans aux yeux curieux, et Tyler, 6 ans, accrochés à une tablette, regardaient autour d'eux comme des explorateurs en territoire inconnu. « Papa, la maison a changé », dit Marcus en serrant notre père dans ses bras. « Elle est plus organisée. » « C'est grâce à Dorothy, » répondit papa, la poitrine gonflée de fierté. « Elle a apporté une nouvelle énergie ici. »
Dorothy sourit modestement. J'essaie simplement de créer un environnement plus accueillant pour la famille. C'est alors que Marcus m'aperçut. Eric. Mec, je pensais que tu avais déjà déménagé. Je suis encore en train de régler quelques détails, répondis-je calmement. En fait, je suis content que vous soyez arrivés. J'ai besoin de vous parler de choses importantes. Dorothy et papa échangèrent des regards nerveux. Marcus, interrompit rapidement Dorothy, pourquoi ne pas montrer les chambres aux enfants d'abord? Ils doivent être fatigués du voyage. Bien sûr, acquiesça Marcus. Emma, Tyler, allons voir où vous allez dormir. Pendant que Dorothy faisait visiter la maison, je m'approchai de papa. Papa, Marcus est au courant de la procuration que tu as signée en faveur de Dorothy? Cela ne te regarde pas, Eric. En fait, si. Surtout qu'elle a modifié ton traitement sans consulter ton médecin. Marcus, qui descendait les escaliers après avoir installé les enfants, s'arrêta brusquement. Quelle procuration? De quoi parlez-vous? Dorothy a obtenu de papa qu'il signe une procuration lui donnant le contrôle total de ses décisions médicales et financières, expliquai-je. Il y a 2 semaines. Papa. Marcus nous regarda d'un air confus. C'est vrai? C'est une question entre adultes, Marcus, dit papa, mais sa voix avait perdu sa fermeté initiale. Dorothy descendit rapidement les escaliers, ayant clairement entendu une partie de la conversation. Robert, les enfants adorent leur chambre. Marcus, ton père voulait simplement s'assurer que quelqu'un de responsable puisse l'aider en cas de besoin. Responsable comme dépenser $4000 en 2 mois sans autorisation, demandai-je. L'expression de Marcus changea radicalement. $4000, pourquoi? Dorothy était visiblement agitée. Eric exagère. Ce ne sont que des dépenses courantes. $500 pour des services de conseil en gestion, ai-je dit en sortant mon téléphone. 800 pour des rénovations résidentielles que personne n'a autorisées. 300 pour des soins de santé spécialisés, avec des professionnels que même le médecin de papa ne connaît pas. Eric, a dit papa d'une voix tendue, arrête ça tout de suite. Attends un peu, a dit Marcus en levant la main. Dorothy, tu factures à papa des services de conseil? Ce sont juste des remboursements pour des dépenses que j'ai eues en organisant la maison, a balbutié Dorothy. Quel genre de dépenses? Marcus, a-t-elle tenté d'utiliser le même ton doux qui fonctionnait avec papa, ce sont des détails administratifs ennuyeux. Nous ne voulons pas vous déranger avec ça. En fait, ai-je dit, vous devez savoir exactement ce qui vous dérange. Parce que quand je partirai d'ici, la contribution mensuelle de $8000 que je versais partira aussi. Le silence dans la pièce était total. $8000, répéta lentement Marcus. 70% de toutes les factures, confirmai-je. Le crédit immobilier, l'électricité, l'eau, l'assurance maladie, les médicaments, l'entretien, les réparations. Dorothy, tu le savais quand tu as commencé à faire tes remboursements? Dorothy ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois. Marcus, dit rapidement papa, tu contribueras quand tu seras installé. Papa, interrompit Marcus, je suis au chômage. J'ai perdu mon emploi 2 mois avant le divorce. C'est ce que j'allais vous dire. Ce fut alors au tour de papa et Dorothy de rester silencieux. Tu es au chômage? Demanda Dorothy, sa voix montant d'un octave. Et j'ai des dettes, a poursuivi Marcus, l'air mal à l'aise. Sarah a gardé la maison parce que je ne pouvais pas assumer seul le crédit immobilier. Je pensais que je pourrais rester ici jusqu'à ce que je me remette sur pied. La réalité frappait enfin à la porte. Dorothy, ai-je dit calmement, comment comptes-tu payer les factures de la maison quand je partirai? Robert a une retraite, répondit-elle faiblement. 1200 dollars par mois, l'informai-je. Le crédit immobilier à lui seul s'élève à 800 dollars. Il reste 400 dollars pour l'électricité, l'eau, la nourriture, l'essence, les médicaments et tout le reste. Pour 3 adultes et 2 enfants. Marcus s'assit lourdement sur le canapé. Eric, mec, je ne savais pas. Personne ne m'avait dit que tu subvenais aux besoins de la maison. Parce que vous ne m'avez jamais demandé, répondis-je. Pendant 3 ans, j'ai fait tourner la maison pendant que papa se remettait de la mort de maman. Et maintenant qu'il va mieux, on me met de côté pour laisser la place à la vraie famille. Ce n'est pas vrai, protesta papa, mais sa voix sonnait creux. Ah non? Hier, tu m'as traité de contrôlant parce que j'ai remis en question ses décisions médicales. Tu m'as dit qu'il était temps de passer à autre chose, pendant que Dorothy prenait soin de moi sans avoir contribué d'un centime.
C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas dans l'escalier. Emma est apparue, tenant la main de Tyler. « Grand-père » a-t-elle dit d'une petite voix, « pourquoi vous criez ?» Le silence gênant qui s'ensuivit fut rompu par la sonnerie de mon téléphone. « Excusez-moi » dis-je en répondant. « Allô ? Oui, docteur Martinez. Non, je n'ai pas encore reçu les dossiers médicaux que j'ai demandés. » Comment ça ? Dorothy a annulé la demande. Tous les regards se tournèrent vers Dorothy, qui était devenue livide. Elle a annulé ma demande de dossiers médicaux en disant que je ne suis plus responsable des soins de papa. Ai-je poursuivi, en gardant le téléphone en mode main libre. Docteur Martinez, pourriez-vous me répéter ce que vous m'avez dit au sujet des nouveaux médicaments qu'elle a prescrits à mon père ? Eh bien, a répondu le médecin, dont la voix résonnait dans la pièce, elle a demandé une réduction significative de son traitement cardiaque, affirmant que les effets secondaires causaient des problèmes. Mais lorsque je lui ai demandé quels étaient ces effets secondaires, elle est restée très vague. Papa s'est levé brusquement. Dorothy, tu m'as dit que tu avais parlé au médecin de mes médicaments. Je lui ai parlé, a-t-elle répondu sur la défensive. J'ai simplement suggéré que tu n'avais peut-être pas besoin de doses aussi élevées. Tu n'as pas de formation médicale, dit Marcus, la voix désormais chargée de suspicion. Pourquoi aurais-tu modifié les médicaments de papa ? Dorothy, dis-je calmement, pourrais-tu expliquer pourquoi tu as réduit les médicaments pour le cœur d'un homme de 68 ans sans supervision médicale appropriée ? Elle m'a regardé avec une haine pure. Tu essaies de me saboter. Je n'ai pas besoin de te saboter, Dorothy. Tu t'en charges très bien toute seule. C'est à ce moment-là que la vérité s'est enfin imposée à tous les occupants de la pièce. Dorothy n'était pas une compagne aimante qui essayait d'aider. C'était une femme désespérée qui essayait d'assurer sa propre sécurité financière, même si cela mettait la santé de mon père en danger. Et tandis que tout le monde digérait cette révélation, j'ai finalement joué ma dernière carte. Marcus, ai-je dit, tu veux savoir ce qui est vraiment arrivé aux 20 000 $ que papa et maman t'ont prêtés il y a 2 ans ? Dorothy est devenue livide, car elle ne savait pas que j'avais découvert où l'argent avait réellement atterri. Et maintenant, avec toute la famille réunie et nulle part où se cacher, la vérité sur Dorothy était sur le point d'exploser d'une manière que ni elle ni papa n'auraient jamais pu prévoir. L'expression de panique absolue sur son visage m'a dit qu'elle avait enfin compris. La partie était terminée. Et elle avait perdu de manière dévastatrice. Les 20 000 $ que vous avez prêtés à Marcus il y a 2 ans, dis-je en observant Dorothy reculer instinctivement, ne lui sont jamais parvenus. Le silence dans la pièce était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Marcus se leva brusquement du canapé. Comment ça, ils ne m'ont jamais été remis. Papa a transféré l'argent directement sur mon compte. Non, Marcus. Papa a transféré l'argent sur un compte que Dorothy a créé à ton nom. Un compte auquel elle avait un accès total. Dorothy est devenue livide. C'est un mensonge. J'ai les relevés, ai-je répondu calmement. Le compte a été ouvert 3 jours avant le transfert. 20 000 $ ont été versés, puis retirés par petits montants au cours des 18 mois suivants. Papa fixait Dorothy comme s'il la voyait pour la première fois. Dorothy, est-ce vrai ? Marcus a toujours été irresponsable avec l'argent, tenta d'argumenter Dorothy. Il a probablement tout dépensé et oublié. En fait, ai-je poursuivi, Dorothy a utilisé cet argent pour rembourser les dettes que son défunt mari avait laissées. L'hypothèque sur la maison, les cartes de crédit en souffrance. Le masque tomba enfin complètement. Vous n'avez aucune preuve, dit Dorothy, mais sa voix était désormais désespérée. Si, je peux. Trevor, mon avocat, a déjà obtenu tous les relevés bancaires. Procuration obtenue par coercition émotionnelle, vol qualifié, détournement de fonds. Ce sont des crimes fédéraux, Dorothy. Papa s'est affaissé dans son fauteuil. 20 000 $, a-t-il murmuré. Je me suis endetté pour prêter cet argent à Marcus. Et j'ai perdu ma famille parce qu'il pensait que je mentais en disant que je n'avais pas reçu l'argent, ajouta Marcus, la voix brisée. Dorothy regarda autour d'elle, cherchant désespérément une issue. Robert, tu sais que je t'aime. Oui, j'ai commis des erreurs, mais c'était pour nous. Notre avenir. Papa leva les yeux vers elle. Tu as volé ma famille. Tu as détruit le mariage de mon fils. Tu m'as fait renvoyer le fils qui s'est occupé de moi pendant 3 ans. 2 heures plus tard, Dorothy avait quitté la maison avec pour seul bagage une valise. Les clés étaient sur la table, la procuration avait été officiellement révoquée et Trevor était en route pour porter plainte. Marcus s'approcha de moi. Eric, mec, je suis désolé. Je n'avais aucune idée de ce que tu avais fait pour papa. Je sais, Marcus.
Aucun de nous ne savait à quel jeu elle jouait vraiment. Tu vas rentrer à la maison? Je regardais autour de moi, dans la pièce où j'avais grandi, où j'avais investi 3 ans de ma vie. Non. Mon nouvel appartement est petit, mais c'est le mien. Et vous avez besoin de temps pour vous reconnecter en tant que famille. Papa s'approcha, les yeux rougis par l'émotion. Eric, je ne sais pas comment te demander pardon. Je t'ai chassé alors que tu étais la seule personne qui se souciait vraiment de moi. Papa, Dorothy était très douée dans ce qu'elle faisait. Elle nous a tous manipulés. Non, a-t-il répondu en secouant la tête. J'ai choisi de la croire parce que c'était plus facile que de reconnaître que tu sacrifiais ta vie pour moi. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Trevor. Eric, Dorothy a accepté un accord judiciaire. Remboursement complet, plus 50 000 $ de dommages et intérêts. Et tu avais raison au sujet des autres victimes. Nous avons trouvé 3 autres hommes dans des situations similaires. Dorothy a été condamnée à 2 ans de prison et 5 ans de probation. L'argent récupéré a permis de rembourser toutes les dettes de la maison et il restait encore assez pour que papa crée un fonds d'éducation pour Emma et Tyler. Marcus a trouvé un emploi dans le marketing local et reconstruit sa vie. Les enfants se sont bien adaptés et papa a retrouvé sa santé physique et émotionnelle. Cette expérience m'a appris quelque chose de fondamental sur la famille et les limites. Une vraie famille ne vous abandonne pas quand quelque chose de mieux se présente. Et une vraie famille ne laisse certainement pas des étrangers manipuler et détruire des liens construits au fil des ans. Mon père et moi avons reconstruit notre relation sur des bases plus saines. Maintenant, il vient dîner chez moi tous les jeudis, et je lui rends visite le dimanche. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise est que fixer des limites n'est pas de la cruauté, c'est une nécessité. Aider sa famille est noble, mais se laisser exploiter n'aide personne à long terme. Dorothy pensait d'avoir trouvé la victime parfaite. Un fils trop dévoué pour poser des questions, un père trop vulnérable pour voir la réalité et un frère trop absent pour s'en mêler. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que son fils, contrôlant, était en fait quelqu'un qui savait aussi bien prendre soin des autres que se protéger quand il le fallait. Si cette histoire de manipulation familiale et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires sur des personnes qui ont refusé d'être des victimes et ont transformé leur douleur en force. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas à accepter d'être jetable dans la vie de quelqu'un d'autre. Peu importe qu'il s'agisse d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'un partenaire amoureux. Aujourd'hui, chaque fois que je passe devant l'ancienne maison, je vois Marcus jouer dans le jardin avec Emma et Tyler tandis que papa les regarde depuis la véranda. C'est la famille qu'il a toujours méritée. Et moi? Je construis ma propre définition de la famille. Une famille qui comprend des personnes qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux faire pour elles. Parfois, la plus grande vengeance est simplement de refuser de continuer à être commode.